Vous êtes sur Ecofin Télévision, bienvenue à toutes et à tous et c'est parti pour cette grande session d'information réservée à l'économie et aux finances. D'abord, vous devez savoir que la République démocratique du Congo a bouclé plusieurs accords stratégiques avec différents pays partenaires dans le but de diversifier son économie lors de la 70e réunion du Conseil des ministres tenue vendredi 12 décembre dans la cité de l'Union africaine. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a instruit les gouvernements d'accélérer la mise en œuvre de ces accords couvrant divers secteurs à l'instar de l'économie, mine, agriculture. Récit de Igor Piwaka. Dans l'un des points de sa communication au cours de cette 70e réunion du Conseil des ministres, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, est revenu sur les différents accords stratégiques signés récemment avec divers pays partenaires, à l'instar de la Serbie, de l'Uruguay, du Burundi et tant d'autres. Ces accords ouvrent plusieurs domaines, à savoir les infrastructures aéroportuaires, la défense, les mines, l'agriculture, l'énergie, l'économie, entre autres. Derrière ces accords, la RDC affiche des ambitions claires. Ces partenariats constituent un levier essentiel pour renforcer notre souveraineté, soutenir la transformation structurelle de notre économie, moderniser nos secteurs sociaux prioritaires et consolider la place de la République démocratique du Congo dans les dynamiques internationales à haute valeur ajoutée. Ces accords ouvrent donc un accès élargi aux financements innovants, aux technologies avancées et favorisent la diversification économique par l'industrialisation de chaînes de valeur. Au regard de ces enjeux, le président de la République a instruit le gouvernement d'accélérer la mise en œuvre de ces accords stratégiques. Il a instruit les membres du gouvernement concernés par chaque secteur d'accord d'assurer une coordination étroite avec la primature ainsi que la présidence de la République dans le but d'éviter tout retard ou chevauchement des responsabilités. Par la signature de ces différents accords, le gouvernement entend améliorer la gouvernance, l'attractivité et la compétitivité de l'économie congolaise, jusque-là extravertie. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a reçu jeudi dans la soirée les 5 lauréats de la 12e édition du prix des droits de l'homme, Julien Lusenge, tous engagés dans la défense des droits humains dans les provinces du Nord et du Sud Kivu, touchés par l'insécurité liée à l'agression rwandaise et ses supplétifs de l'AFC M23. Cette rencontre s'inscrit dans la continuité des engagements du gouvernement en matière de protection des citoyens. Plus de détails dans ses commentaires. Ils sont au total 5 lauréats pour cette 2e édition du prix de droits de l'homme Julien Lusenge 2025, venus notamment de Bukavu, de Beni de Goma et d'Uvira. Au cours de cet entretien, ils ont partagé avec la première ministre les réalités éprouvantes de leur zone d'intervention où les populations subissent de plein fouet les violences de l'AFC M23 et d'autres groupes armés. J'ai un sentiment de satisfaction. Parce que c'est une dame qui a pris tout son temps pour nous écouter, pour qu'on lui raconte quelques histoires qui concernent notre travail en tant que DDH. Dans tous les coins où le prix Julien Lusenge a été orienté. Et donc nous pensons qu'elle va nous porter très haut, nous en tant que défenseurs des droits humains. Nous lui avons parlé de la situation que nous vivons en tant que défenseurs et nous savons que ce n'est pas passé inaperçu. Il nous a bien écoutés et je sais que nous avons besoin qu'il y ait amélioration de défenseurs et même des communautés. Les invités de la chef du gouvernement ont également abordé le défi sécuritaire du pays en quittant la primature. Les lauréats ont exprimé un regard d'espoir porté par l'écoute et l'encouragement de la chef du gouvernement. Et de son côté, la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba, a condamné avec fermeté la non-application de la résolution 2773 et la présence continue des forces rwandaises en République démocratique du Congo, ainsi que les attaques contre les civils et les casques bleus. C'était lors de son intervention vendredi 12 décembre dernier à la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies. La chef de la diplomatie congolaise
a aussi rappelé les violations constatées à l'accord-cadre de Doha et aux conditions de la mise en œuvre du cadre d'intégration économique régionale signé à Washington. L'extrait de son allocution choisi ici par Patrick John Mukengeshaï. Depuis le 4 décembre au soir, les positions autour de Gata-Gota, Ruvunge, Kaziba, Urarambo, Luvungi et le long de l'axe Kamanyola-Uvira ont été visés par des bombardements provenant des positions RDF M23. Des drones kamikazes ont frappé des zones civiles. Plus de 500 000 personnes ont été renouvellement déplacées. Le Sud Kivu, déjà en fragilité, atteint un seuil de rupture. Ces faits sont documentés par les mécanismes humanitaires et confirmés par OCHA. Il crée également un risque majeur de régionalisation. Des tirs ont déjà touché le Burundi. Uvira n'est distante que de 30 km de Bujumbura. Aucun pays voisin ne peut être exposé à de telles attaques sans risque d'escalade. La stabilité régionale ne peut reposer sur la normalisation de violations aussi graves. Monsieur le Président, moins d'une semaine après la signature des accords de Washington, certains acteurs ont choisi de s'écarter des engagements librement acceptés. Le recours à des narratifs inversés et à une désinformation systématique pour attribuer à la République démocratique du Congo la responsabilité des attaques commises par la coalition RDF M23 est une stratégie désormais bien documentée par des mécanismes internationaux. Nous ne pouvons accepter que la manipulation devienne un instrument de politique régionale. Les faits sont têtus, les résolutions de ce Conseil le sont davantage. La vérité n'est pas négociable et le droit international ne peut être dévoyé pour légitimer l'agression. Les violations constatées contreviennent à la résolution 2773, à l'accord du 27 juin signé à Washington, à l'accord signé à Washington le 4 décembre, à la déclaration de principe et l'accord cadre de Doha et aux conditions même de la mise en œuvre du cadre d'intégration économique régionale aussi signé à Washington. Aujourd'hui, c'est la crédibilité de tous ces processus et de leurs garants qui est en jeu. Et dans le reste de l'actualité, le gouvernement congolais a exprimé vendredi 12 décembre sa position officielle sur la situation d'Uvira devant les chefs des missions diplomatiques accrédités en RDC. Une communication portée avec fermeté par le ministre d'État en charge de la justice, Guillaume Gueffa, qui a appelé la communauté internationale de passer à un simple constat à l'action en condamnant sans équivoque le Rwanda et exiger le retrait immédiat de ses troupes sur le sol congolais. Des détails supplémentaires avec André Ikoma. Le Rwanda et le groupe armé M23 AFC ont lancé de nouvelles attaques coordonnées au lieu de cesser les hostilités. Ils les ont intensifiées, renforcé leurs forces, violant ainsi la souveraineté congolaise de la manière la plus flagrante. C'est avec ce ton ferme que le gouvernement congolais a dénoncé pour la énième fois les attaques meurtrières dans son territoire par l'AFC M23 sous couvert du Rwanda. Face à cette situation, le gouvernement congolais a une position claire et responsable. Nous ne capitulerons pas. Les forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par les forces alliées, se réorganisent et se repositionnent pour défendre l'intégrité des territoires. La bataille pour Uvira et le Sud Kivu n'est pas terminée. Deux attaques qui violent l'esprit de récents accords signés aux États-Unis d'Amérique le 4 décembre sous l'égide du président Trump. Face au corps diplomatique, le ministre de la Justice a appelé la communauté internationale à condamner sans équivoque le Rwanda et exiger le retrait immédiat de ses troupes sur les sols congolais. Nous tenons le Rwanda et ses dirigeants pleinement responsables de cette agression. Les preuves de son implication directe sont accablantes. Ce n'est plus une question d'allégation puisque le président Kagame lui-même a dit que cette partie du territoire était entre ses mains. Donc il réaffirme sa responsabilité personnelle
C'est pourquoi aujourd'hui, je lance un appel solennel à la communauté internationale. Passer du constat à l'action. Condamner clairement et sans équivoque l'agression rwandaise et l'occupation d'Uvira. Exiger le retrait immédiat et vérifiable des forces du M23 et rwandaises du territoire. Une rencontre qui intervient un jour après la 4e réunion restreinte du gouvernement présidée par le chef de l'État sur la situation sécuritaire dans la partie est du pays. Et dans le même registre, la précarité de la situation sécuritaire grandissante dans l'est du pays ne laisse pas indifférent l'opinion nationale et l'élite intellectuelle. Les récents affrontements dans l'axe Kamanyola-Uvira compromettent fortement les activités commerciales et perturbent les échanges transfrontaliers avec les pays partenaires dans cette zone. Dans ces reportages de Divine Siala et Djoumanana, l'analyste économique Godefroy Bilefou revient sur les conséquences directes de cette crise sur l'économie locale. L'intensification des affrontements dans l'axe Kamanyola-Uvira sape les efforts de paix récemment entrepris sous la médiation américaine. Une violation flagrante des engagements qui traduit le manque de volonté de la part du Rwanda et ses supplétifs du M23, instigateurs de ces conflits. Les répercussions de cette crise pèsent déjà sur le paysage économique du pays. Selon Godefroy Bilefou, analyste économique, cette instabilité compromet fortement les activités commerciales dans cette zone frontalière, point de paysage pour les échanges entre la RDC et le pays voisin. Tout dépend de la manière dont on va s'y prendre. Mais déjà, il faut noter que ce ne sera pas du tout facile. La prise d'Uvira va tout déranger, totalement déranger les fonctionnements. C'est-à-dire qu'on va assister à un dysfonctionnement du fonctionnement. Sur le plan macroéconomique, l'analyste évoque un coût élevé pour les finances publiques. Cette guerre, dit surmine aussi la confiance des investisseurs et fragilise davantage un tissu économique déjà vulnérable. Mais si on attend que les partenaires internationaux viennent faire ce que nous on est censé faire, ben là ce sera compliqué. Il faut qu'au niveau national, au niveau de ceux qui sont aux affaires, ils soient conséquents, c'est-à-dire qu'ils puissent anticiper. J'insiste sur l'anticipation. Il faut qu'ils prennent la mesure de la gravité de la situation et déployer ce qu'ils ont déjà prévu, si seulement ils l'ont fait. Et puis finalement, les partenaires viendraient par la suite. Face à cette situation, la mobilisation de partenaires internationaux s'avère nécessaire, non seulement pour appuyer la stabilité sécuritaire, mais aussi pour renforcer la résilience économique de la sous-région. En RDC, la réforme de la facture normalisée reste une priorité du gouvernement. Malgré les demandes des reports, la date d'entrée en vigueur fixée au 1er décembre 2025 a été maintenue. Le ministre des Finances, Doudou Fwamba, l'a réaffirmé lors d'une rencontre avec les opérateurs économiques jeudi dernier, tout en précisant que plus de 10 000 entreprises ont déjà adhéré à cette initiative visant à limiter la fraude fiscale. Regardez. Le gouvernement va vous écouter, mais il vous dit déjà qu'il n'y aurait pas de report. Tels sont les propos du ministre des Finances, Doudou Fwamba. Le gouvernement congolais campe ainsi sur sa position malgré les demandes de report formulées par la Fédération des entreprises du Congo. Depuis le 1er décembre, date d'entrée en vigueur de l'émission de la facture normalisée dans toutes les transactions commerciales, conformément aux engagements pris avec le Fonds monétaire international, 2452 contribuables sont déjà engagés dans le système de délivrance directe via la plateforme dédiée. Selon les chiffres avancés par la Direction générale des impôts, plus de 15 000 factures ont été émises et 886 contribuables suivent la procédure d'homologation de leur propre système. Et malgré les refus du report de la date, le ministre a reconnu les difficultés techniques rencontrées. Il a insisté toutefois qu'il y aurait une certaine souplesse dans l'application des pénalités pour les entreprises de bonne foi. Des outils physiques et numériques sont mis à disposition et une amnistie fiscale est envisagée
pour les contribuables qui choisissent volontairement de régulariser leur situation. Un comité technique a été mis en place pour suivre l'évolution du processus. Le ministère promet une concertation continue avec la FEC, mais réaffirme que l'État ira jusqu'au bout de cette réforme. Parlons société à présent. Les coupures intempestives d'électricité qui sont récurrentes dans certains quartiers de la ville-province de Kinshasa ont poussé une délégation des élus provinciaux chez les directeurs généraux de la SNEL. Au-delà des assurances reçues sur les terrains, quelques Kinois insistent sur l'amélioration de la desserte en électricité pour leurs activités domestiques et commerciales, surtout à l'approche des festivités. Émile Kassanga et Edi Bouma ont sillonné ce samedi 13 décembre quelques quartiers atteints par ces problèmes. Cette rencontre entre les élus provinciaux de Kinshasa et les directeurs généraux de la SNEL tombe à point nommé. Pendant que plusieurs quartiers de la ville sont régulièrement privés d'électricité, ces députés décident de s'enquérir de la véritable situation. Une lueur d'espoir se dessine après cette entrevue. Et de se dire qu'Almine, ce n'est que le début d'une opération qui va continuer l'année prochaine. Et pour les quartiers qui ne seront pas servis, on leur demande de patienter. Nous appelons la population à prendre bien soin de matériel qu'on va lui mettre à leur disposition et surtout d'éviter des branchements un peu illicites. Mais au-delà des assurances, les Kinois s'interrogent sur l'efficacité du service rendu par la SNEL, surtout à l'approche de cette période festive. Moi, je vis à Tchango, mais je viens me débrouiller à la commune de Kinshasa. Nous n'avons pas du courant électrique, malheureusement. Voilà un grand problème. Nous avons du mal à travailler. Ici sur Louvois, ça fait déjà plusieurs années que nous n'avons pas le courant électrique. Et comme le ridicule ne tue pas, la SNEL nous envoie toujours des factures. C'est déplorable. Nous invitons les autorités compétentes à nous aider à trouver une solution. Les activités commerciales sont également paralysées par ces coupures intempestives, confient ces jeunes ajusteurs. Nous souffrons comme pas possible pour travailler. Il y a toujours des coupures électriques chaque jour, parfois de 8h à 17h. Pourquoi on ne peut pas avoir du courant électrique stable chez nous ici? La desserte en électricité pour couvrir les besoins de la population à Kinshasa, particulièrement. Selon les données de la Banque centrale du Congo, à la première semaine du mois de décembre, le taux d'inflation hebdomadaire s'est établi à 0,05% contre 0,03% la semaine précédente. Cette légère accélération s'observe dans un contexte général de stabilité des prix sur les terrains. Le constat réalisé ce samedi 13 décembre dans quelques marchés de la ville de Kinshasa indique une relative stabilité sans incidence majeure dans les activités économiques, moins encore dans les paniers de la ménagère. Émile Kassanga et Edi Bouma. D'après la note des conjonctures économiques de la Banque centrale du Congo, la contribution à l'indice global de la fonction produits alimentaires et boissons non alcoolisés a enregistré la part la plus importante, soit 82,3%, en raison de légers ajustements sur certaines denrées, suivis des transports, soit 12,53%, reflétant une augmentation modérée des coûts de services des transports. Ces documents dépeint une évolution progressive de l'inflation hebdomadaire passant de 0,05% à 0,03% d'une semaine à une autre dans un contexte général de la stabilité de prix. Sur le terrain, ces vendeurs d'un dépôt de boissons gazeuses affirment depuis un moment les prix n'ont plus varié et gardent leur stabilité sans suivre l'appréciation de la monnaie nationale. Le prix de la bière n'a pas suivi l'évolution du dollar. Le prix n'a pas changé, tout reste intact. Les gens s'attendaient que comme le taux de dollar a baissé, que le prix de la boisson aussi devrait suivre. En plein marché de biens de première nécessité, cette femme garde son sang-froid,
quant à la manipulation des chiffres. D'après elle, les prix à la source ont légèrement baissé, mais leur problème, c'est l'absence de la clientèle. Les prix ont un peu baissé là où nous achetons nos articles. Malheureusement, les clients ne veulent pas acheter. Nous ne savons pas jusque-là quand est-ce que les clients vont commencer à venir. S'il faut rester avec le chiffre, l'inflation poursuit sa dynamique de décélération, confirmant l'atténuation progressive de pression sur le prix par rapport à la même période des l'an dernier. Les taux d'inflation se sont situés à 1,56% en cumul et 2,9% en glissement annuel, contre respectivement 11,10% et 12,57% une année auparavant. Je l'ai annoncé au sommaire, c'est un phénomène répandu en République démocratique du Congo. La vente informelle des livres, une pratique courante qui échappe au circuit formel. Ces vendeurs de livres à la sauvette se retrouvent souvent à proximité des universités, librairies et dans les grandes artères des villes. Si l'exercice de leur business représente un manque à gagner pour les marchés officiels, ces acteurs par contre déplorent une absence d'engouement autour de leur activité. Patrick John Mukengeshai et Joe Manana ont rencontré ce samedi 13 décembre 2025 différents acteurs. Regardez. Étalés à même le sol, dans les grandes artères de la capitale congolaise, ces œuvres d'esprit sont vendues hors circuit formel. La vente des livres à la sauvette, cette pratique courante en République démocratique du Congo, voit son influence s'étendre au-delà des espaces universitaires. Même dans la rue, et comme l'expliquent ces vendeurs à la sauvette, ce business tient malgré l'absence d'engouement. Que nous, la spécialité, ce sont des livres d'occasion. Bon, généralement ici, ce sont nos frères juristes. Parce que ici, quand on observe un peu, ce sont les juristes qui sont en train de publier. Et quand ils publient, c'est en petite quantité. Et le besoin est grand. Deux fois, quand ils trouvent que quelqu'un vous a vendu un de ses ouvrages et que c'est un marché un peu petit parallèle, ils s'en prennent en vous. Abusivement appelés bouquinistes, ces vendeurs n'ont ni agrément de vente, ni l'autorisation légale de vendre des livres. Le marché officiel est donc menacé. Une situation indigne pour Selemani Moiti Kabalé, responsable de la librairie de Grand Lac. Tout le monde qui vendait par exemple des chenilles commence à vendre des livres. Il s'aventurait dans la vente des livres. Et pourtant, la vente des livres est un domaine exclusivement réservé aux libraires. Et nous sommes des libraires de profession. Nous avons une identification nationale comme libraire, c'est-à-dire que nous sommes autorisés à vendre des livres. La librairie reste le canal officiel pour le commerce de livres, martèle ainsi cette cliente. Je ne peux pas acheter dans la rue parce que ce sont des livres, je peux dire que ce sont des contrefacteurs, tu vois. Eux, ils prennent des livres, ils font des photocopies et puis qui ne sont pas de bonne qualité. Et puis, tu vois, nous préférons acheter des livres bien. Loin de confondre au métier de bouquiniste qui est légal sous d'autres cieux, la vente des livres à la sauvette échappe à la réglementation de droits d'auteur requis. Ces réseaux clandestins menacent le marché officiel, aux autorités de s'y pencher pour son encadrement. Et puis pour finir, le gouvernement congolais accélère la mise en œuvre définitive de la centrale hydroélectrique des Kakubola dans la province d'Ikwilu. L'information a été livrée par le ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité lors de la 69e réunion du Conseil des ministres à Kikwit. La population partagée entre espoir et scepticisme attend impatiemment la concrétisation de ces projets qui pourraient relancer les activités socio-économiques de la région. Regardez. Ce n'est pas la première fois que la relance de la centrale hydroélectrique des Kakubola est annoncée. Ce projet lancé en 2010 a connu plusieurs retards dans sa réalisation, notamment d'ordre financier. Malgré ces obstacles, les travaux ont connu une nouvelle tournure, entrant dans sa phase finale en 2024.
marquée par quelques tests encourageants, mais des courtes joies. De la population reste jusqu'ici très calme parce qu'on a été vraiment victime de beaucoup de promesses concernant les courants de Kakobo là. C'est pourquoi on attend jusqu'ici, on essaye d'attendre voir si on aura vraiment l'électricité au mois de février. Mais en réalité, nous sommes là, nous sommes en attente. Lors du dernier conseil des ministres du vendredi 5 décembre, le ministre des Ressources hydrauliques et électricité a affirmé que les prérequis techniques et financiers qui bloquaient jusque-là la mise en service ont été levés. La voie est désormais ouverte pour un démarrage effectif de la centrale située dans la province du Kwilu. Cependant, le ministre a précisé que le recrutement dans le délai d'un exploitant chargé de la gestion durable de l'ouvrage reste nécessaire. Les habitants de Kikwit attendent avec impatience cette mise en service. Pour beaucoup, l'arrivée de l'électricité pourrait stimuler l'emploi et attirer des investisseurs dans leur ville. Si vraiment cette promesse s'est réalisée, cela sera à l'avantage de nous, peuple de la ville de Kikwit. Parce que déjà, comme vous savez, l'électricité est à la base du développement d'une ville. Déjà, on a du mal à recevoir plusieurs investisseurs ou plusieurs entrepreneurs dans la ville, faute de l'électricité. Pour mémoire, la centrale hydroélectrique de Kakobola est conçue pour alimenter Kikwit, Gungu et Idiofa. Elle affiche une capacité estimée à 10,5 MW. Eh bien, c'est sur cette note que nous bouclons cette grande session d'information réservée à l'économie et aux finances, coordonnée par Grace Mayo, Sili Chamala, Gaël Moubenga ainsi que Mike Mukutu sous la supervision de Igor Biwaka. Grand merci de l'avoir suivi et surtout, restez-nous fidèles. Au revoir.